Céline Picmal-Prade nous rejoint pour combattre le consensus et nous livrer sa vérité face au marché et à ces niveaux de la tech américaine et de l'IA, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Certains investisseurs pensent qu'il faut arrêter de comparer le Nasdaq à la bulle des années 2000, arrêter d'essayer de se faire peur, de se faire trop peur. Vous n'êtes pas d'accord, comme Antoine et Julien d'ailleurs, vous dites bullshit. Vous foudroyez ceux qui refusent de voir la réalité, en tout cas à vos yeux, ceux qui refusent de comparer la situation actuelle à la bulle de 2000. Et oui, en effet, Guillaume, parce que je pense que les ingrédients actuels sont ceux que nous avons déjà connus, que j'ai déjà connus à l'époque, au début des années 2000. Il y a à mon sens 3 ingrédients qui étaient présents et qui sont présents aujourd'hui. Premier ingrédient, des valorisations qui sont stratosphériques. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais à mon sens, elles sont stratosphériques. Deuxième élément, vous avez un niveau de spéculation qui est extrêmement élevé aujourd'hui. Là aussi, il y a débat, mais je pourrais vous en dire plus, mais je suis convaincu qu'on a beaucoup trop de spéculation. Et troisième ingrédient, vous avez des dépenses d'investissement, dont on parle tous les jours d'ailleurs à la une des journaux, qui sont extrêmement élevées et qui vont finir par avoir un impact dans la vraie vie, comme on dit. Voilà. Oui, mais alors là, on va vous challenger quand même. Il y a débat, hein. Est-ce que la peur du marché la semaine dernière, la chute du Nasdaq, tout ça était excessif ou pas? Est-ce que finalement il faut faire confiance parce que la révolution industrielle va se poursuivre? On est sur un boom industriel, on a peur d'une bulle financière, mais le boom industriel, lui, est certain. La bulle financière, pas complètement encore. Regardez les valorisations, vous dites elles sont stratosphériques. Microsoft, par exemple, le PE de Microsoft, on était à 60 en 2000 de PE, 60. Aujourd'hui, on est à 37. Meta, Alphabet, on est à 27 Alphabet. C'est pas une bulle. Et effectivement, il y avait aussi des sociétés comme Apple qui se traitaient avec des multiples beaucoup plus faibles que ceux dont on parlait en 2000 à l'époque. Mais regardons d'autres valeurs. Palantir, par exemple, on se traite quand même pour le modique multiple de 350 fois les bénéfices, pour un multiple de plus de 70 fois les ventes. Autre exemple, Broadcom, pareil, vous êtes à peu près à 80 fois les bénéfices et plus de 25 fois les ventes. Et si je prends du recul sur le SP500 dans son ensemble, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que là, je vois que vous avez 35% des sociétés qui sont cotées dans le SP500 qui se traitent à un multiple supérieur à 10 fois les ventes. Et en 2000, dont on me dit que c'était vraiment un environnement incroyable qu'on ne reconnaîtra plus jamais, vous aviez 25% des valeurs qui se traitaient à plus de 10 fois les ventes. Donc on est, à mon sens, au-dessus en termes de valorisation du niveau qu'on a connu en 2000. C'est la bulle de 2000 au carré pour vous, là, qu'on est en train de... Pour moi, c'est la bulle au carré, et c'est la question, pour moi, c'est de savoir justement si on ne pourrait pas voir le crack au carré. Julien. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'on n'achète pas, en fait, quand on achète les multiples de valorisation, en vérité, c'est pas, on n'achète pas un point, on n'achète pas un multiple de temps, on achète une trajectoire. Et par ailleurs, là, on parle des ventes, mais il faut regarder aussi la rentabilité. Les grandes valeurs qui drivent l'IA, ce sont des valeurs qui créent des cash flows très positifs. Il faut voir, Microsoft, c'est 136 milliards de dollars, le cash flow opérationnel. C'est pas du tout la même chose que dans les années 2000. Eh bien, figurez-vous que si, parce que là aussi, vous aviez des entreprises. Microsoft était déjà une société qui générait des cash flows. Intel était une société qui générait des cash flows. Cisco aussi. Mais ce qui s'est passé, et que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que le parallèle me semble extrêmement intéressant, c'est qu'à l'époque, vous avez eu des dépenses d'investissement qui ont été très fortes de la part de toutes ces entreprises, notamment parce qu'il fallait déployer la fibre optique. Et vous avez atteint des dépenses d'investissement comparées aux bénéfices qui sont devenus de plus en plus élevés, et on a atteint au pic 75% à peu près des bénéfices d'AT&T, qui était à l'époque le leader de la téléphonie aux États-Unis, qui étaient dépensés en investissement. Et à un moment, quand tous vos bénéfices sont mangés par l'investissement, vous finissez vous-même par ne plus pouvoir vous financer et pas pouvoir croître du tout. Eh bien aujourd'hui, si vous en croyez Bank of America, vous allez avoir en 2026 80% des bénéfices avant impôt des 5 plus grandes valeurs de la technologie américaine, Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, qui vont être utilisés pour des dépenses d'investissement. 80%. Donc là aussi, je suis au-dessus du niveau de 2000, alors qu'on m'avait dit, en 2001, 2002, 2003, on ne sera jamais assez fou
pour refaire la même chose. Eh bien, nous refaisons la même chose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais alerter les personnes qui nous écoutent. Cela dit, il y a une petite différence, c'est que contrairement à 2000, les bénéfices n'arrêtent pas de croître. Il n'y a pas de ralentissement là-dessus, il n'y a pas de tassement en fait. Alors, c'est exactement la même chose là aussi, Antoine. C'est le problème. C'est qu'en 2000, si vous regardez les chiffres, entre janvier 2000 et fin 2000, vous continuez à avoir une petite musique d'augmentation des dépenses d'investissement de la part des entreprises. La cassure, elle se fait début 2001. Et au niveau des bénéfices, c'est la même chose, on continue à avancer. La cassure, par contre, au niveau des chiffres des entreprises, et c'est là qu'on doit s'alerter, c'est que vous avez une baisse à partir du Q4 99 des flux de trésorerie de la part des entreprises. Et les flux de trésorerie, ce sont donc mes bénéfices avant impôts moins mes dépenses d'investissement. Et là, il y a cassure, et c'est Q4 99. Et l'autre cassure, plus récente, elle se fait au Q3 2021, juste avant le choc qu'on a connu en 2022, début 2022. Donc on a une cassure, mais la cassure, elle est du côté des flux de trésorerie. Si c'est une bulle, c'est la bulle la plus anticipée de l'histoire. On fait que de parler de ça tout le temps. Le Nasdaq monte dans le scepticisme. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut pas être rassuré? C'est Warren Buffett lui-même qui a toujours dit et répété que les marchés les plus longs à la hausse, les plus longs, ceux amenés à durer le plus longtemps, les plus pérennes, sont ceux qui forgent, qui construisent la hausse dans le scepticisme. On est en plein là-dedans, là, Cécile. J'aimerais bien qu'on soit en plein scepticisme, mais malheureusement, on n'est pas dans le scepticisme parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, troisième ingrédient, la spéculation. Aujourd'hui, les emprunteurs n'ont jamais été aussi nombreux. Et donc, le niveau d'emprunt qui est réalisé pour acheter des actions américaines, il se situe à peu près à 6,2%. Eh bien, figurez-vous que la dernière fois qu'on a tapé ces niveaux-là, c'était 2008 et la fois d'avant, c'était 2000. Donc, on est à des niveaux de spéculation frénétiques. À retrouver votre argumentaire, bien sûr, en replay. La séquence s'appelle le Bullshit-O-Math. C'est Céline Picmal-Pratt qui nous accompagne, Picmal ou Investment.